I stood up for you. Oh, I lied for you. Or I cared for you. Salut à tous et bienvenue donc à la masterclass dédiée au métier de chef opérateur. C'est la deuxième année qu'on me demande d'animer ça. C'est formidable. Moi qui suis un chef opérateur issu de la mécanique automobile, donc je suis ravi de pouvoir faire profiter de mes connaissances en mécanique et en images. Je suis accompagné aujourd'hui de Yann Marito, mon acolyte éternel. Bienvenue Yann Marito. Merci Thomas Walzer. Voilà, écoute, on a presque... Ah oui, c'est bien. On a un petit titrage et tout, tu vois, comme les pros. Voilà, donc je travaille effectivement sur cette web TV aussi depuis le départ, on le rappelle, donc je connais toutes les astuces, hein, donc on pourra mettre des choses derrière, tu vois, tout ça. Formidable. Accompagné également aussi de Lucifer. Salut. Qu'on ne présente pas. Un petit peu quand même. Oui, pour tous ceux qui ont un peu suivi la web TV, j'ai l'impression qu'ils m'ont déjà un petit peu vu. Mais pour ceux qui ne connaissent pas encore, bonsoir à vous. Comment ? J'ai dit bonsoir à vous. Ah voilà, bonsoir. C'est bien parti. Effectivement, on peut te retrouver dans l'émission Rainbow Show. Le Rainbow Show. 13h tous les jours sur cette web télé. À peu près à 13h. À peu près. En effet. 13h08. On recevra également des invités qui viendront, qui ne sont pas encore là, mais on va essayer de les attraper comme ça, à la volée, qui viendront nous parler effectivement de films qu'on diffusera également. Le thème d'aujourd'hui, l'utilité d'un directeur photo, d'un DOP pour un film à 15 balles. Voilà. Notamment quand on doit faire des incrustations sur fond vert. Voilà. Pas trop dégueulasse. Comme. Non, pas. Comme celle-ci, hein. Allez, c'est super. Donc, nous, on est venu avec beaucoup de cheveux. Je sais pas. C'est toi qui éclairais ce fond vert, Thomas ? Voilà. Ou pas ? Non, je crois qu'il s'est auto-éclairé. Ah. Voilà. Mais on peut l'éteindre. On l'éteindra tout à l'heure pour voir. Voilà, donc... Vas-y, j'enchaîne. Il me coupe. Voilà, l'utilité d'un DOP pour les films à 15 balles, donc qui concerne effectivement à peu près tous les films qu'on fait pendant ce festival, pendant le labo, parce que c'est des films sans moyens financiers, uniquement avec du matériel prêté. Donc voilà, certains font les films sans rien. Par nos partenaires, Sony et V-Corporate, entre autres. Voilà, exactement, qu'on remercie. Merci de le préciser. Voilà, et certains donc, font leur film sans rien, hein, donc en mode kino, en mode à l'arrache. Voilà. Donc on va essayer de parler de tout ça. Yann, toi, qui est, on va dire, habitué des plateaux à gros moyens financiers. Énorme moyen. Énorme moyen. Gros comment ouais, voilà. Ouais. Assez gros. Et aussi encore des kinos qu'on fait sans rien. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton expérience effectivement sur ces deux conceptions de films ? Quelles sont tes relations avec la réalisation et avec la production ? Comment tu te retrouves et comment effectivement tu prépares un film où on te dit voilà, tu as un camion de lumière ou voilà, tu as ton couteau ? Oui. Je vais étendre un petit peu l'expérience au-delà des kinos, parce que les kinos, on les prépare pas ou très peu. On arrive, on découvre des gens, des décors, des comédiens et hop, on tourne. Mais il y a aussi des films petit peu plus cadrés, préparés, destinés au circuit traditionnel, on va dire, qui se font sans moyens ou sans lumière, voilà. Donc tu veux dire des films qu'on retrouve peut-être à la télévision ouais, ou peut-être voilà, dans la sélection de ce festival, je ne sais pas, à la télévision, au cinéma. En sélection, voilà, en diffusion traditionnelle, mais qui ont été faits effectivement sans moyens. Tout à fait. D'accord.
parce qu'on peut se le permettre aujourd'hui, parce qu'on a des caméras qui ont évolué, donc qui permettent de capter la lumière telle qu'elle est, quand elle est intéressante, on va dire. Ouais. Ce qui n'était pas forcément le cas il y a quelques années, quelques dizaines d'années. On avait des caméras beaucoup moins sensibles, beaucoup plus capricieuses, un petit peu plus difficiles à travailler, où il fallait tout éclairer. Voilà. Aujourd'hui, il reste un petit peu des séquelles de ça, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont très effrayés à l'idée qu'on n'éclaire pas une scène, parce que ça paraît naturel. C'est un acquis très très ancien et qui est bien tenace, alors qu'en fait, bien souvent, ce qui est juste pour la scène et ce qui est le plus beau, c'est ce qu'on a devant les yeux, et rééclairer, rajouter des choses, ce serait un sacrilège. D'accord, donc il faut essayer effectivement de capter. Un réalisateur assez connu, Patrice Lecomte, pour ne pas le citer, Ouais. disait la première chose à faire en rentrant sur un décor, c'est de savoir d'où vient ou d'où va venir la lumière pour la scène. Est-ce que tu es assez d'accord avec ça quand tu fais tes repérages? Est-ce que tu arrives sur un décor et tu trouves l'entrée, on va dire, principale de lumière s'il y a une Ah oui, fenêtre, etc. Même on va dire que je me bats avec les réalisateurs, les producteurs, pour avoir des décors avec des entrées de lumière intéressantes et cohérentes par rapport à ce qu'on doit faire, au propos de la scène, à la texture que doit avoir le film, quoi. Très bien. Il y a des axes que j'interdis aux réalisateurs parce qu'ils sont chiants en lumière. Ouais. Je fais pas ça pour moi, je fais ça pour lui, hein, parce que Tu fais ça, oui, pour lui et pour, Ceci dit, et pour ça, ta c'est- bande démo et éventuellement. pour ma bande démo. Ça, c'est des choses qu'on fait aussi sur des films, on va dire beaucoup plus gros en termes de moyens. Un réalisateur américain ou d'expérience, on va dire, aura aucun problème à choisir des décors parce qu'il a quelques bases de lumière. Tu parlais de Patrice Lecomte, il sait quels axes vont marcher, quels axes ne vont pas marcher. Voilà, c'est une collaboration bien sûr avec le chef opérateur, mais c'est quelque chose qui est intégré un peu plus largement dans les idées de tout le monde, même sur des gros films, quoi, des grosses productions. Ouais. Et alors justement, je rebondis là-dessus sur Patrice Lecomte qui cadre lui-même ses films. Il fait appel à un directeur Ouais. photo. Et je vais demander à Claude Duty de nous rejoindre, voilà, par surprise, parce qu'il passait devant. Tiens, je t'invite à te mettre à notre gauche. Tu as un micro devant toi. Oui, parce que sinon on me voit plus. Déjà, je dis pas grand-chose alors. Et voilà, on a quand même un invité de marque. Faudrait pas le zapper. Donc voilà, je voulais rebondir là-dessus. Effectivement, quand on parlait tout à l'heure en coulisses du fait de cadrer ces films, toi, tu avais effectivement un avis. C'est-à-dire que c'est ce que je disais. Enfin, moi, je cadre mes films en accord, bien entendu, j'allais dire en équipe avec le chef opérateur. Pour moi, c'est primordial. Enfin, j'estime que c'est ce que je disais, c'est que le spectateur qui va au cinéma, il paye sa place pour voir une image. Et au cinéma, l'image, elle est très cadrée. C'est un écran. Ouais. Donc, quand on paye sa place, on va voir donc un cadre qui est souvent 16/9 ou 1/33 ou 1/85. Et à mon avis, c'est le réalisateur qui maîtrise le film, donc il doit savoir ce qu'il met dans le cadre. Alors, c'est vrai, ce qu'on disait aussi, c'est que le cinéma se divise d'une manière très manichéenne et un peu à l'emporte-pièce en deux classes. Il y a les gens qui sont venus au cinéma par le biais du graphisme ou alors des beaux-arts ou parce qu'ils sont plasticiens. Et en face, on a les gens qui viennent au cinéma, c'est des littéraires ou alors souvent des comédiens ou des gens comme ça. Donc c'est deux mondes souvent. Alors c'est évident que ceux comme Patrice Lecomte qui viennent des arts plastiques, puisqu'il a fait de la BD, c'est quelqu'un de l'œil et du regard. Il cadre ses films, c'est évident, quoi. On peut comprendre qu'un réalisateur qui vient lui plutôt j'allais dire de la littérature, qui aime diriger ses acteurs et tout ça. C'est pas que Patrice Lecomte n'aime pas les diriger ou que j'aime pas diriger mes acteurs, mais j'ai une culture qui vient plutôt des arts plastiques. C'est vrai que souvent, les gens qui viennent de cette culture-là cadrent souvent leurs films. Voilà, c'est un peu une mise au point. Comme tout à l'heure, Tu quand... veux dire que les gens qui préfèrent lire préfèrent faire des images moches? Non, mais au moins ils s'entourent de quelqu'un qui sait cadrer, parce que peut-être qu'ils se sentent peut-être moins à l'aise avec l'image, quoi, tout court, tout bêtement, l'image esthétique, quoi, voilà, l'esthétisme d'une image, voilà, c'est tout.
Ça ne veut pas dire qu'ils veulent une image moche. Souvent, ils exigent une très belle image, donc il faut du renfort, puisqu'ils ont peut-être une petite Ils faiblesse. savent qu'ils n'ont pas de goût, du coup ils appellent un mec qui a du C'est goût. pas, pour, alors voilà. le goût c'est autre chose parce que là on commence à rentrer dans la direction artistique, c'est-à-dire les costumes, les décors Ah ben, et tout c'est ça. Mais en même temps, le cadre- métier de chef opérateur, surtout en France, dans lequel il y a quasiment pas de directeur artistique, le chef opérateur quand même occupe souvent une bonne partie de cet espace Tout à fait. normalement destiné à la direction artistique. Mais la direction artistique, C'est- c'est quand c'est même vrai. le faiseur de la direction artistique. Il faut pas l'oublier, c'est le réalisateur qui doit driver, même son directeur artistique quand même. Parce Bien qu'il sûr. sait Je pense- où il par veut défaut. aller, il Je veut- pense qu'effectivement qu'il reste maître de De- son voilà. œuvre qu'il est en train de construire. Tout à l'heure, je vous entendais, c'est-à-dire que souvent, avec le chef op, on fait les repérages parfois. Oui. C'est-à-dire que quand on a choisi un décor, on y retourne toujours avec le chef op pour justement voir les sources de lumière naturelle, les sources de lumière artificielle. Il va voir souvent avec un machinot aussi Oui. la puissance du compteur. J'ai même Des envie choses- de dire qu'idéalement, on visite des décors avec son chef-op pour les choisir ensemble. Oui, Pour qu'ils c'est-à-dire se- que, pour pas perdre de temps et souvent, pour les non, mais valider, quand, par euh. exemple, il y a un choix de plusieurs décors, le réalisateur fait son choix sur un précisément, mais c'est évident qu'il doit après le valider avec son chef-op. C'est indispensable, quoi, voilà. Est-ce que- Et quand on arrive sur le plateau le matin, Ou sinon il peut le forcer. Hein. oui, enfin. Et On peut lui sinon, mettre des claques à la marionnette, là sinon, il y a quelque chose qu'on fait tous les matins avant tout le monde, c'est-à-dire qu'on arrive sur le plateau avec le chef-op et le réalisateur, La le script, premier ouais. assistant et la script. Et là, on fait une réunion très intime, très solennelle et très fermée où on décide un peu de ce qu'on va faire Ouais. vraiment. C'est pas faute d'en avoir parlé Avec avant. plan. Excuse-moi de t'interrompre, mais Voilà. je me suis interrogé quand t'as dit très intime. Qu'est-ce que tu voulais dire exactement? Et bien qu'il n'y a pas tellement d'autres personnes autour de nous, quoi. Il y a pas des voilà, on est En quatre termes de sur le costume, plateau. peut-être. On est 4 sur le plateau, quoi. Voilà. Hein, je crois pas me tromper. Hein. Non, tu ne te trompes pas. Bon, après, Est-ce que- chaque plateau est différent, mais c'est souvent comme Disons que ça. c'est une base. ça. Moi j'ai une question du coup. Est-ce que tu te verrais partir sur un film que tu réaliserais sans directeur photo? Ah non, moi je suis incapable. Là. Voilà. Parce que qui tiendrait la caméra en fait, qui s'occuperait des lumières? C'est-à-dire que moi je fais beaucoup de films pour m'amuser entre guillemets depuis l'âge de 19 ans avec des caméras d'amateurs. Mais dès que je franchis le cap d'une fiction ou d'un film, j'allais dire plus sérieux et plus installé, Ouais. alors là je tiens pas la caméra. On a eu des exemples de réalisateurs qui pensent, en tout cas qui donnent en interview, que un chef-op ralentit le plateau, Bah, c'est évident ralentit, qu'il ralentit le plateau, mais la fabrication. Quoi. Il faudrait savoir ce qu'on veut. C'est-à-dire que, c'est vrai que dans le critère des choix de chef-op, parce qu'il faut savoir que pour le public, c'est que le réalisateur choisit son chef-op. Moi, je vais vous donner une anecdote. Ceux qui disent ça en général, au fait, c'est juste parce que c'est des réalisateurs qui connaissent le métier, ou pas d'ailleurs, enfin, Ouais. qui font le métier de chef-op sur le plateau. Mais donc c'est pas parce qu'il n'y a pas une deuxième personne qu'il n'y a pas un chef-op. Oui, mais enfin, il faut. Il y a forcément, enfin en gros celui qui Il faut qu'il y ait à un moment chef-op. qui allume la caméra, c'est le chef-op, même si Voilà, c'est pas alors, son- ce que Ouais, je en veux fait, dire, c'est qu'est-ce quand que, vous qu'est-ce que le choisissez- chef-op? C'est ça la question, peut-être. Quand vous choisissez un chef opérateur, c'est évident que vous pouvez aussi le choisir pour sa rapidité, entre guillemets. Oui. Parce qu'il y a des chefs opérateurs, en effet, qui sont parfois lents À parce qu'on parlait de construire, rapidité pour installer leur lumière, tout ça. Mais ça fait partie de la règle du jeu aussi. Hein. Vous savez qu'il y a des chefs Ah, opérateurs Renoir. qui ont un talent énorme et qui sont peut-être plus lents que d'autres, tout ça. Oui. Voilà, après ça se discute. Mais par exemple, moi je vais vous donner une anecdote qui fait frémir, mais j'ai été te chercher, j'avais un contrat avec l'Angleterre, puisque j'avais de l'argent anglais sur un film, donc j'ai casté. Le mot est pas beau, mais un chef opérateur. Et comme j'avais reçu plein de CV, plein de bandes démos, tout ça, les chefs opérateurs anglais sont souvent très très bons. Enfin, ils ont une réputation de bons chefs opérateurs. Moi, j'avais mis mon critère. Comme je parle pas anglais, je voulais qu'ils parlent français. Donc, je les ai un peu auditionnés au sens propre du terme pour savoir si S'ils j'allais parlaient- pouvoir m'expliquer avec eux en français. Donc, ça a été mon critère de C'était choix du chef-op. la Mais condition. j'avais d'abord vu leur travail. Oui, d'accord. Voilà, il faut le dire. Mais disons, mon critère, là, ça a été qu'ils parlent Tu vraiment resserres. français, D'accord. qu'il n'y ait pas de malentendu entre nous. Parce que c'est important aussi avec un chef-op Oui. de se faire comprendre. Quoi. Qu'il y ait une Voilà. bonne communication et Voilà. justement qu'on Et gagne donc, du c'est temps pour là-dessus. dire que les choix du chef opérateur ont parfois des
C'est un peu sinueux. Et est-ce que tu penses pas, parce que là on parle de chef-op, de rapidité, moi j'ai l'impression en faisant mon métier que au-delà de la lumière et du cadre, quand c'est le cas, ce qui est évidemment la base et ce qu'on apprend dans une école, que le chef-op c'est quand même le premier collaborateur du réalisateur au niveau de la mise en scène. Il faut qu'on comprenne, Voilà. c'est-à-dire que c'est tout à fait ce que je disais. C'est-à-dire que la fameuse, quand je parlais d'intimité entre guillemets, voilà, c'est qu'en fait se retrouvent le matin sur le plateau le chef-op, le premier assistant, le réalisateur et la script. Ce sont les 4 personnes qui doivent Et encore une fois, le mec du son, mais non. Alors non, attends, parce que moi, alors là, si on commence à parler du son, j'ai beaucoup à dire sur le son. Le problème, c'est que au départ, on se retrouve sur le plateau, la script, le réalisateur, le chef-op et le premier assistant, et tous les 4, il faut qu'on soit absolument d'accord sur le film qu'on doit faire. Donc il y a eu beaucoup de réunions préliminaires, tout ça, avant, et si vous avez choisi ce chef-op, cette script et ce premier assistant, c'est qu'ils ont compris votre film, qu'ils le sentent, qu'ils ont une manière intuitive maintenant de le percevoir. Alors il faudra faire un débat sur le son, mais là c'est toute une autre histoire, le son. Et là, quand on ouvre la boîte de Pandore du son, Peut-être, on ouvre tout à fait autre chose. l'année C'est prochaine, très complexe. Ce qui me chiffonne dans les termes qu'on utilise, c'est toujours de dire qu'il y a comme tu l'as dit, le chef-op, c'est le premier machin du réalisateur, son premier technicien quelque part. son premier interlocuteur, alors qu'au fait, je sais pas, parce que un peu tout le monde sur le plateau et finalement le premier, il y a l'assistant réalisateur. L'assistant réalisateur, moi je parle de mon expérience. Le scénariste est souvent désigné comme le premier interlocuteur. Non, alors non. 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 Souvent quand même aussi le premier. Il y en a beaucoup quoi. Non, je pense qu'on ils est sont sur pas- la fabrication. Non. Sur Alors la justement, je reprends ce que je dis. Et les comédiens alors, ils sont où dans ta liste? Mais non, 12e. mais non, non, faut arrêter parce que justement, si j'ai dit intime, c'est parce que là, on est vraiment dans la moelle du film, dans l'intimité. Le dialogue avec les comédiens, tout ça, c'est une autre histoire. Le son, c'est une autre histoire. Le scénariste, on a fait le boulot avant. Les scénaristes sont rarement sur le plateau. C'est rarissime, à moins que on le demande parce qu'on sait que les dialogues ont encore Ceci dit, ça besoin se voit d'être souvent aussi, structurés. hein, que les scénaristes sont pas sur le plateau. Faut pas dire ça. Faut pas dire ça. Non, mais Après, si. on a Mais quand même non, en ils France où le. interviennent parfois pour revoir certains dialogues en direct. Sur les grosses Mais voilà. productions hollywoodiennes, le scénariste, il est sur le plateau. S'il y a un problème, c'est lui qui dit OK, on écrit autrement. Oui, mais on voit Des fois justement plus le résultat surveillé. des grosses productions américaines. Ah bah, ils C'est sont C'est là souvent- où souvent mieux c'est écrits, déficient. C'est aussi les process d'écriture qui sont un petit peu différents en France et aux États-Unis. Voilà, Et de non, mais financement des films. Honnêtement, le réalisateur, il a ses interlocuteurs-là principaux. Ça ne veut pas dire que les autres, on les néglige. Par exemple, le son, c'est un énorme travail gigantesque, mais c'est pas le propos de cette émission. Le son, c'est vraiment en amont qu'on parle avec les gens du son. Et après, il faut voir le mixage, ce que ça prend comme proportion. Et là, c'est un interlocuteur très, 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 très important, le mixeur. Mais on n'en est pas là quand on tourne, quoi. Voilà. C'est pour ça que le son, on aura d'autres filtres après, on aura d'autres problèmes à élucider. C'est comme le scénario. Le scénario, on a eu tellement de mal c'est des 3 ans, parfois 2 ans de travail. Alors, il ne faut pas qu'on ait des scories en plus d'écriture sur le tournage, sinon on devient fou, quoi. Voilà. C'est irrattrapable. Voilà, enfin, c'est mon sentiment. Hein. Très bien. Merci pour ton intervention, Claude. Merci beaucoup. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Lucifer? Je sais pas, on ouvre un bon débat là, on aurait pu se bastonner un peu, mais on peut aussi parler d'autres sujets ou même Ouais. se bastonner sur d'autres sujets. Moi j'ai aucun problème. Je propose que Ah oui, ben Claude est parti. l'année prochaine, on peut faire peut-être une masterclass sur le métier d'ingénieur du son ou Non mais sondier. c'est vrai que c'est toujours un bon débat, le placement, parce que quand on parle, effectivement, le chef-op est souvent en France est considéré effectivement comme le deuxième mec important du plateau après le Real. Très souvent. Ça, c'est qu'en pas forcément le France, cas dans ça tous les pays. C'est Ouais. pas forcément Ouais. le cas sur tous les types de tournage, parce qu'effectivement, comme vous disiez tout à l'heure, tous les gars qui disent ouais, moi je m'en fous, j'ai pas besoin de chef-op. Oui, bah c'est parce que eux-mêmes sont des chefs-op déjà, donc effectivement ils en ont pas besoin.
Mister Oiseau, quand il fait Dupieux là, quand il fait des films, il n'a pas besoin, par exemple, de chercher un compositeur. Lui, il peut dire, les compositeurs, ça sert à rien. Ben oui, Bah, c'est tu vois, un moi j'aimerais bien compositeur voir un film de Dupieux avec un compositeur ou avec un chef-op, parce que je crois qu'il fait aussi. ses films Il y tout en seul. a, Steak, c'est Tellier qui a fait. Ouais, et bah tu vois, c'est autre chose, les films qu'il a fait avec un chef-op, c'est tout aussi intéressant, c'est différent. Et d'ailleurs, Oiseau, en plus, je crois, Ouais. chef opise tous ses derniers films, en fait. Ouais. Claude rajoute dans l'oreillette en coulisses qu'effectivement, on parle pas tu disais de... Ah, allez, Reviens, Claude. allez, Claude, reviens. Nous laisse pas comme ça. Non, mais Pas comme ça. non, ce que je veux dire, c'est qu'on n'a jamais dit que ça servait à rien. Mais au moment du tournage, la priorité, Non, mais les gens le disent. c'est hein, certains faut- postes. Le problème, c'est que si on parle pas du son, c'est pas du tout l'émission. Mais le son est quelque chose d'énorme au cinéma. Et c'est quelque chose qui, depuis le numérique, en plus, a pris des proportions délirantes. C'est quand on se retrouve au mixage, devant des tables de mixage où il y a 90 pistes, 100 pistes et tout ça. C'est là où on se rend compte que le son est primordial. Mais au moment du tournage, oublions ces problèmes-là. Parce que on a choisi son ingénieur du son, on l'a choisi, il va faire des très bons sons, il va faire des très bons sons seul, mais après vous allez avoir Un le très bon bruiteur, mixeur, vous allez Par rapport avoir à ce le que tu mixeur, disais, mais moi, pas que par- ça, vous allez avoir le type qui va Ouais. faire la synchro, vous allez avoir le musicien que vous avez rencontré en amont, et là la Mais piste c'est- sonore va prendre au moment du montage un intérêt Oui, mais il y a énorme, et parfois là il des faudrait paires de- être vigilant. Mais Alors au moment non. du tournage, Non. le film est déjà Claude, dans votre tête. Claude, ce n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Parce que alors, c'est justement le truc que je critiquais avec ma blague de début. C'est que, alors par exemple, moi j'ai pas fait beaucoup de tournages, hein, mais j'ai pu assister par exemple au tournage du Point Godwin de Thomas Le Sourd, qui était un petit, Chef-d'œuvre. défi technique, parce qu'il y avait un plan séquence. Et le matin, je voyais bien, parce que j'étais là, je voyais Thomas Le Sourd. Effectivement, quand il faisait sa première réunion, il y avait effectivement le chef-op, il y avait effectivement Émilie Moreau de la prod, il y avait effectivement le mec du son. Oui, mais Parce moi qu'il- je veux, il je veux bien influait qu'il soit et- là, et- mais il va s'ennuyer. Si tu Il prends va le son s'ennuyer comme- parce mais que non, pas du si on tout. fait par exemple un plan séquence, Mais il moi je vais lui s'ennuie demander de si faire tu- un son parfait, tout ça, parce qu'on sait qu'après, on va être obligé d'avoir les sons seuls. Là, on les fait après le tournage. Mais il va ça, y c'est- avoir des tas ouais, de c'est que bruitages le à truc rajouter. technique. Et ce c'est que- travail-là, c'est comme on n'en si parle le- pas au moment du C'est comme tournage. si le mec On en du parle son, il après. n'était pas considéré lui aussi comme un si, artiste. mais ça avec veut un C'est pas non, qu'il est pas non, considéré, mais c'est non, qu'il est, Il va il est enregistrer, beaucoup moins il va impliqué dans la prendre mise ses en sons scène. seuls, et puis on Mais sera les tranquille. sons ne sont pas que les sons seuls, et c'est pas que les directs. Les directs, c'est une chose. Le son, c'est énorme. C'est C'est ce qui fait la différence énormément de avec pistes. l'image. Donc, obéissance, c'est ce qui fait la différence. Ouais, C'est alors, que, la différence- à l'image, je n'ai qu'un seul interlocuteur, c'est le chef-op. Au son, j'ai bientôt 10 interlocuteurs. Alors ces 10 interlocuteurs, faut les soigner, faut les écouter, mais pas au moment du tournage, sinon on devient fou. J'ai mon ingénieur du son, il a accepté de faire le film. On a eu énormément de réunions de travail avant. Quand arrive le jour du tournage, il est présent tous les jours, il est là, mais c'est pas l'interlocuteur qui va le plus me poser de problème. C'est évident. Vous voyez ce que je veux Ouais, dire? ouais. C'est On fait évident on que le fait son après, il faut voir, les gens n'imaginent pas ce qu'a introduit le C'est pas le numérique dans même travail son, de quoi. création. Je vois Voilà, ce que tu veux exactement. dire, C'est un mais je travail suis de pas d'accord. captation. Jeu de Et mots. revenons justement au Merci. chef-op. Revenons effectivement à l'image. C'est-à-dire que sur le tournage, se passer d'un chef-op, ben, je vois pas comment on peut faire, quoi. Alors là, Même sur un qu'on kino me donne la recette. Ah, sur moins d'être un réalisateur chef-op. Moi, j'ai fait un À kino moins qu'on avec ait un mon- réalisateur chef-op qui peut faire le ses images seul tout kino seul. que j'ai Qui pourrait fait, prendre je l'ai le fait son avec également. mon téléphone. Alors voilà, mais là je triche. Alors voilà, il faut pas exagérer. Merci Claude pour ton intervention. Voilà, s'il te plaît, maintenant tu t'en vas. Et tu n'en reviens pas. Non, mais juste pour compléter, l'idée c'était pas du tout de remettre en question l'importance de chaque poste, et notamment des mecs du son. C'est juste que Non, le chef c'est- opérateur, c'est pour ça que c'est utile, même quand il semble qu'il n'y ait pas de lumière, donc qu'il n'y ait pas besoin de lui, c'est que c'est un vrai collaborateur de la mise en scène. Quoi qu'en disent les réals, je pense qu'il y a peut-être 3% des réalisateurs qui gèrent leur mise en scène tout seuls, mais la plupart ont besoin de cette collaboration avec un chef-op, ce qui n'est pas du tout un problème. Hein. Un film, c'est une collaboration, c'est une œuvre collective, on va dire. Et en intervenant en amont, parce qu'effectivement, quand on fait des réunions le matin, c'est bien qu'il y ait tout le monde, qu'il y ait les mecs du son, tout ça. Mais par contre, nous, quand on prépare un film, tous les soirs, pendant 2 mois avant, on est au téléphone avec le réal à minuit pour parler de ses problèmes de scénario, de ses problèmes de mise en scène, de comédien, ses problèmes sentimentaux, refaire la vie et tout ça. C'est en ça, pour moi, qu'on C'est est les ça. premiers collaborateurs, quoi.
On devient un peu le meilleur ami du réalisateur Bien malgré nous. Parfois malgré nous. Voilà. Je te propose qu'on regarde un kino Ok. réalisé par Christian Laurence l'année dernière à Ok. Hauffcourt qui s'appelle Derviche. Si Christian est par là, je l'inviterai à me rejoindre pendant... Incroyable, il est là. Incroyable, il est là, c'est fou. Comme si ça avait été préparé. Donc je vais demander à mon cher réalisateur Nicolas Nova d'envoyer le clip Derviche, donc un kino 2014, travaillé avec très peu de lumière. On en parle après. Nico, C'est un, ex- quand c'est il y un a- extrait il y a ou pas c'est d'un- le kino? Non, on va regarder, c'est un film très court, enfin Ok, de cool. quelques minutes. Il n'y a pas de... Voilà, merci. Oh oui, peut-être vois-tu que tu nous as rejoints parce que tu as vu de la lumière par le hublot. Ou la lucarne. ou le soupirail. Tout dépend où nous nous trouvions quand tu nous as vus ou entendus. Ou peut-être tout ça à la fois. Ce que nous faisions là, le charivari, le boucan, le tohu-bohu, la danse du chaos que nous dansions pieds nus sur la terre battue de notre cave. Peut-être que tu as pris Peut-être peur, que tu as puis pris que tu peur. l'as vaincu cette peur. Fuis d'abord, fuis puis sur d'abord. tes pas revenu en te disant que, bien souvent, le risque marche avec dans sa main. La main de l'exaltation. Peut-être nous as-tu trouvés par hasard, ou parce que tu nous cherchais. Nous Nous les les marioles, marioles, nous les timbrés, nous les fondus, les infimes, les légers. Ceux qui tournent sur eux-mêmes jusqu'à s'étourdir ou Ceux vomir. avec qui on ose s'afficher, mais dont chacun sait qu'ils peuvent tout ambiancer. Même la plus pathétique des funérailles. Peu importe la raison et les bifurcations qui t'ont mené jusqu'à nous, car Car désormais, désormais tu es là. et te font à ton tour là où nous étions fondus, dans le magma suant de la vacuité qui danse, dans le chapelet clinquant des Des farioles. farioles sans objet, ni ni but, but, ni plan, ni stratégie blindée. Stratégie blindée. Que tu nous aies cherché Que tu ou nous pas, aies quelle cherché ou importance. pas, quelle importance. Maintenant qu'à nos côtés, tu virevoltes, comme la feuille d'un saule dans le vent d'automne malmené. Qui sait où la rupture te portera? Sûrement pas là où tu pensais aller, n'est-ce pas? Vagabond parmi les vagabonds. Voyageur sans visa perçant les frontières qui dessinent à l'intérieur de toi les pointillés de ta propre Pointillés de ta terreur. propre Pointillé de ta propre terreur. Et quand la nuit enfle, la poussière s'élève et le rythme frappe. Murs et plafonds sont mis à bas et révèlent les étoiles directement au-dessus, sans qu'on sache vraiment si les étoiles tombent du ciel ou si c'est la poussière qui monte pour les rejoindre là-haut. Et on crie, et on flotte, et on râle, et on étouffe, et enfin on s'écroule les uns sur les autres, et les autres sur les premiers, et ceux qui restent sur d'autres encore. Qu'on n'avait même pas vu entrer. Et les chants cessent et ne restent pour quelques instants instants que la musique de nos essoufflements. Sommes-nous toujours absurdes? Toujours ces hurluberlus abscons puis la sueur que tu n'osais pas Que voir? tu n'osais pas voir. C'est moins que moi qui te tentent et t'aiguillonnent avec leur lune à demi pleine et leurs espoirs attirent l'arigot. Maintenant qu'à nos souffles le tien s'est mêlé et à nos cris les tiens pareillement, alors, Alors, Vous n'êtes pas là, tu réponds calmement. calmement, vous n'êtes pas là. Vous n'êtes pas Vous là. n'êtes pas Vous là. n'êtes pas là. Si tout cela était vrai, tu réponds sans doute, cela aurait rendu ma vie plus belle et aujourd'hui plus doux et demain moins lourd. Si vous existiez, me guidiez dans ce lion, l'on frappe de ses pieds nus la ces poussière pieds à nus, leur la bout. poussière. Alors oui, mais rien n'est là, et tout est faux, dis-tu. Faux comme tous les soirs, faux comme toutes les Et nuits. tout est faux, Et dit. chaque fois que je vous trouve et vous rejoins, Chaque fois dis-tu, ce n'est pas parce que j'irai dans les sombres artères d'une ville éteinte, non mais bien plutôt dans le creux de ma propre Pour tête. chaque soir, il glissait en zigzag. Chaque soir y trouver un refuge chaud et secret. Là où je peux, quelques heures, fouler pieds nus la poussière et ne craindre rien d'autre que de passer un laps, un instant, un segment Mort de hors de moi-même moi-même. et de tout ce que je représente à mes propres yeux. je représente à mes propres yeux. Mais rien ne se passe véritablement et malheureusement. Encore ce soir, rien ne s'est passé. Puisque je suis là, enfoncé dans le calme de chez moi, que personne ne m'a frôlé, que je n'ai ni ri, ni pleuré. Que j'ai dîné seul, que j'ai fermé les volets, que ma nuit est paisible, que ma nuit est sensée, que je ne sais pas qui vous êtes, Que je ne sais que je pas n'ai qui fait vous que êtes. vous rêver, Que je n'ai fait que vous rêvez. Et surtout, Et que mes pieds sont propres. Propres. Et surtout, chaussés. Voilà. Waouh, on a une incrustation. C'est toi qui Oui, as fait on- l'incrustation peut-être, On, non on reparlera de l'aide évidente d'un chef opérateur quand on veut tenter des incrustations sur fond vert, ce qui apparemment aujourd'hui n'est pas le cas. Ah, puis il y a une faute.
Très bien. Ah, je suis Godzilla. Donc- Hein? T'as fini? Oui. Non. Je reçois donc Christian Laurence qui a réalisé ce Kino il y a un an. Merci d'être avec nous et d'être au festival. Merci de me recevoir, les boys. Voilà. Ce film-là donc a été fait en une journée et une nuit, si ma mémoire est bonne, avec peu de lumière. Enfin, du coup, zéro projecteur pour tout ce qui est plan d'extérieur et éolienne en plein jour. Exact. Et sur quoi, la plage, un on projecteur avait sur un la plage? projecteur Ouais, un et truc comme éventuellement un petit panneau LED pour le début de Et les projecteurs. ampoules du décor, en fait. Et les On s'est ampoules, servi voilà, Des, ouais. des images, des lumières du décor. Ouais. Voilà. La question c'est, faut-il un directeur photo quand tu prépares un film, un kino? Est-ce que toi, tu te vois partir effectivement sans directeur photo? Est-ce que tu vois la nécessité sur un projet comme ça de dire, je confie l'image à quelqu'un en accord avec mes intentions, évidemment? Est-ce que ça te rassure quelque part d'avoir un DOP pour un projet comme ça ou un kino quelconque? Ben, absolument, en fait. Je crois que c'est essentiel. C'est le premier des collaborateurs, en fait. Et moi, je suis très jaloux de mes collaborateurs. J'ai quelques collaborateurs avec qui je travaille presque exclusivement. Je dirais, j'ai 3 ou 4 directeurs photo avec qui je travaille, dont tu es d'ailleurs, Thomas. En tout cas, ici, tu es mon directeur photo attitré. Le français. Le français. Mais pour moi, c'est quand même le premier interlocuteur. C'est la première personne avec qui on commence à diriger. Ça va, Lucifer? T'as des gaz Lucifer. intestinaux, ça va? Lucifer Un se peu de retourne. reflux. T'as pas suivi du tout le. Oui, non, j'ai suivi. Ah oui. Bah. Voilà, bah tu sais. Mais bon, quoi qu'il en soit, moi, je suis pas un technicien du tout. Même, je peux dire que j'aime pas la technique. Je suis pas du tout un bidouilleur comme réalisateur. J'ai été monteur un peu, donc je sais faire du montage, je sais faire un peu de à la limite d'After Effects ou de colo. Mais au niveau de la caméra, je déteste ces bidules. J'aime pas ça, les caméras. J'aime pas les voitures, j'aime pas les caméras. Par contre, j'ai un œil de cadreur. J'aime beaucoup cadrer. Et pour moi, le cadre, c'est vraiment essentiel. Et quand je fais des kinos à plus petite envergure, si on veut, comme l'ouverture, cette semaine, j'ai fait l'ouverture du festival, je l'ai fait tout seul par simple besoin de liberté et pour pas embêter personne et pas besoin je me dis, les chefs-op qui sont dans la salle sauront mieux se mettre au service des films qui ont besoin d'eux. En fait, moi, je peux me promener avec un petit DSLR puis faire quelques images autour. Ça va, je peux me débrouiller. Mais dans le cas d'un film à plus grand déploiement, pour moi, le chef-op est le principal et le premier interlocuteur avec à qui je m'adresse, en fait. Non, mais c'est vrai, parce que un film, c'est d'abord et avant tout un scénario, et ensuite de ça, c'est un scénario mis en image. Cela dit, je suis d'avis également que c'est le son qui raconte l'histoire dans un film. Ah. Après, c'est pas forcément pour faire des guéguerres entre postes, mais c'est plutôt pour, disons, par rapport à la façon dont c'est dit, comme un peu une règle évidente qui serait une évidence pour chaque tournage, alors que pour moi, l'approche technique varie en fonction du film. Je dirais par exemple, il y a des films où au fil de l'histoire, de l'écriture au montage, où tu peux te rendre compte par exemple que finalement ta collaboration principale sur l'œuvre aura été avec le compositeur ou whatever, quelqu'un d'autre. Mais je t'interromps, Lucifer. Attention, j'ai pas dit c'est mon principal interlocuteur. J'ai dit c'est mon premier interlocuteur. C'est vrai. Et du c'est coup, très je trouve différent. que enfin, en fait, c'est plutôt la phrase que je trouve offensante. Est-ce que tu as un passif Je trouve ça offensant. En fait, j'ai dit ça parce qu'il y a 3 écritures dans un film. Hein. Il y a l'écriture de scénario, il y a l'écriture en tournage et il y a l'écriture en salle de montage. Ce sont les 3 écritures du scénario, à mon avis. Évidemment, on peut dire qu'il y a une écriture en mix, il y a une écriture à la composition musicale, mais je regroupe ça en post-production dans la salle de montage. Or, comme j'écris la plupart de mes scénarios, et c'est très, très rare que je tourne des scénarios qui ne sont pas de moi, ben, c'est moi qui est responsable de la première écriture. Or, la seconde écriture, c'est là où le chef-op devient mon principal interlocuteur. Et je préfère tourner personnellement sans moniteur, sans retour moniteur, parce que j'aime donner à mon chef-op la responsabilité d'être l'œil du tournage,
particulièrement en documentaire ou particulièrement en tournage rapide. Puis quand on a fait Derviche, je regardais jamais dans l'objectif. T'aurais dû. Quelle surprise! Mais j'ai des amis réalisateurs qui sont toujours, qui ont toujours l'œil dans le moniteur. D'ailleurs, c'est assez amusant parce qu'on a vu la version en noir et blanc, alors Oui. qu'il y a une version couleur qui existe. Nico, elle est- En fait, couleur et noir et blanc. Où il y a Nico, est-ce deux, que tu peux envoyer ce qu'il y a sur l'ordinateur derrière nous, s'il te plaît? On a deux versions. Ah, bon. Il y a un problème. Enfin. Oui, on va voir tout de suite si ça fonctionne. Donc on aura une version colorisée. Passe-nous voilà, passe-nous en grand du coup. En plein écran, dirais-je. Mais tu vois, Sans les cheveux devant, s'il vous plaît. Merci. pour renchérir sur ce que je disais, C'est pas du tout Derviche. Hein. C'est pas ça. C'est pas Derviche. pour moi, le chef-op est comme un acteur. C'est-à-dire que quand on a des acteurs, on leur fait dire des lignes, mais on n'est pas en train de les téléguider. On n'est pas en train de leur dire, je veux exactement que tu dises la ligne comme ça. Tu donnes un texte à l'acteur, tu lui donnes une direction, et après, tu le laisses créer et tu le laisses te surprendre. Comme réalisateur, tu te dois de maîtriser 15 à 20 du métier de chacun, mais si tu es meilleur que les gens qui travaillent pour toi, ça sert à rien de les engager. Il faut toujours être la personne la plus stupide sur ton plateau ou la moins talentueuse sur ton plateau, mais connaître le langage de tout le monde. Oui. Moi, quand j'engage un chef-op, je veux quelqu'un qui va être capable de m'amener plus loin, qui va être capable de me surprendre et qui va s'abonner à mon esprit, à ma pensée, à ma démarche, mais qui va l'amener plus loin et qui va même me challenger, me remettre en question par rapport à ce que je fais. Mais dans la même direction, pas nécessairement vouloir faire son film à lui ou à elle, mais qui va vouloir prendre ce film-là, cette œuvre-là, et l'amener une coche plus loin, en fait. C'est ça, mais là on voit bien effectivement que tous les postes étaient effectivement très importants, autant en termes de déco, parce que sans Absolument. le décor sur la plage, il n'y a qu'une plage et du sable. Sans les costumes, on a des gens qui sont habillés dans la vie de tous les jours et qui ne ressemblent pas du tout à ce qu'on ressent. Et sans la lumière, on n'a pas ce qui se passe là en pleine nuit. Donc c'est effectivement, j'allais dire, ces trois personnes costumes. Sans les cheveux, déco, on verrait mieux l'image, mais. c'est- Non, je parlais à la technique. Et tu vois, Ne tu vous parles inquiétez pas. tu parles des personnages. Dans le cadre de ce film-là, j'ai proposé aux acteurs de me proposer des personnages. Je leur ai pas imposé les personnages. Ouais. Je leur ai dit, voici les personnages. Je veux des personnages burlesques, je veux une fête, je veux un truc qui soit bohémien sur la plage. Proposez-moi des personnages qui sont très racés, très forts. Et chacun est arrivé avec sa proposition. Donc, mon travail avec le chef-op est dans la même ligne. Donc C'est-à-dire... tu te nourris en fait de. mais de complètement. ça. En fait, je les vampirise complètement. Vous êtes Ouais, Bah alors, mes proies. En fait, j'avais jamais vu Tu la veux dire version. qu'on se fait sucer, c'est ça J'avais vu que la version noir et blanc de Derviche, et du coup là je découvre les images en couleur, et ça répond, c'est marrant, à une gêne que j'avais devant le film, c'est que j'aimais bien les images qui n'avaient pas été tournées à la plage, et que j'aimais pas trop les scènes de la plage dans les cadrages. Je pensais même, je me disais, tiens, en longue focale, le même truc, j'aurais peut-être préféré. Et bref, là je les vois en couleur. Et je trouve ça vachement mieux. C'était quoi la première version, la couleur ou... Non, T'as- on a vu une version noir et blanc effectivement qui est sur le disque dur de l'ordinateur. Là, c'est effectivement la nouvelle version qu'on a étalonnée pendant le kino À Montréal, donc c'est effectivement une nouvelle version quoi. Ah oui, donc votre version finale, c'est quand même celle qui est mieux. Dans l'idée, c'est Oui. toujours d'aller un peu plus loin quand même. C'était ça ma préoccupation. C'est ça. On vous la transmettra. Ok. Mais normalement, vous l'avez. Donc voilà, pour toi, c'est primordial d'avoir un interlocuteur à l'image, parce qu'aujourd'hui, on parle d'image, de chef opérateur. Absolument. Effectivement, le jour où on fera une masterclass de son, on invitera des sondiers s'ils Mais veulent c'est bien. pas forcément le problème du son. Eh ben, on fera une masterclass de tous les films, de tous les postes. T'es Mais- d'accord? Ce que je veux dire, c'est que les réalisateurs qui disent qu'ils ont... Ah, pff. Voilà, continue. Mais oui, Vas-y. c'est important. C'est comme jouer au tennis. Enfin, on peut jouer au tennis sur un mur, se renvoyer la balle. Mais un vrai match de tennis, il faut être deux, il faut avoir un partenaire. Et quand on travaille avec un partenaire, et là, on parle du chef-op, mais on peut parler de tous les postes, les partenaires nous renvoient la balle. Et c'est ces partenaires-là qui nous permettent de nous dépasser et qui font de l'idée quelque chose qui dépasse Mais le premier ce que je jet. voulais en souligner, fait. c'est qu'on connaît quelques réalisateurs qui ont, mais d'ailleurs pas forcément, on peut dire ça pour les monteurs. Par exemple, on sait que James Cameron aime tellement le montage qu'il n'y a pas de monteur. Il fait ses montages parce que c'est, comme tu disais, un réalisateur, il connaît 20% du métier de chacun.
mais parfois il arrive qu'un de ces réalisateurs connaisse un de ces métiers vachement mieux. Et au fait, il se trouve travaille mieux sans prendre le fameux Oui, mais ça, c'est intermédiaire des ou exceptions spécialiste en dont tu question. parles, là. Hein? C'est des exceptions dont tu parles. Bah oui, mais c'est eux qui font les films les mieux, donc il y a un moment, il faut peut-être se poser des questions. Ouais, je connais quelques bons réalisateurs qui travaillent avec des chefs-op quand même. Ouais, c'est ça, je parlais pas des chefs-op en général. Ouais. Mais donc forcément, James Cameron, il peut avoir une relation privilégiée avec son chef-op, par exemple, même si j'en sais rien. Mais par exemple, on sait que Scorsese, il préférera prendre n'importe quel chef-op, mais garder sa monteuse. Ce sera toujours elle la plus importante. Et voilà. Et Besson, il se passera pas. Enfin, si, il est encore avec Arbogast. Enfin, il y a tout un moment, c'était pas possible qu'il fasse autrement qu'avec Arbogast. Donc, oui, ok, parfois, pour certains réalisateurs, c'est le. Mais ce que je mets en évidence, c'est que tous les réalisateurs travaillent pas pareil. On va parler de chef-op avec Guy Madine, il va dire bah je sais pas, c'est moi qui appuie sur le bouton. Qui êtes-vous voilà quoi. Mais en même temps, c'est cette diversité-là qui fait Oui. la beauté du cinéma. C'est ce que j'essaye de dire. Ben voilà. Un type comme Xavier Dolan, par exemple, chez nous, qui a commencé à faire ses films de façon très autarcique, en fait, donc en réalisant, en écrivant, en montant, en jouant, à la limite, il faisait des costumes même dans ses films. Et récemment, on l'a vu, à mon avis, grandir au moment où il s'est adjoint des collaborateurs qui lui ont permis de dépasser son propre univers, même si son univers à lui était intéressant à la base, mais au moment où il a pu ouvrir et se intéressant laisser de le nourrir, infuser, à mon avis, c'est là où on a pu révéler un véritable grand talent. Quelque chose à- T'es bouché, hein? Non, tout va Lucifer? bien. Bon, ceci dit, j'ai quand même vu des films avec beaucoup de lumière, des chefs-op et une grosse équipe, et puis très mal éclairés. Hein, je sais pas ce que t'en penses, mais c'est pas parce qu'effectivement on a un chef-op Effectivement. qu'on fait une belle image, quoi. Et paf. Non, non, non. Non, mais encore une fois, je me répète un peu, mais moi, je suis très embêté parce que c'est pas du tout en cohérence avec la réalité quotidienne de mon métier. Je suis très embêté quand on réduit le métier du chef-op à la lumière et au cadre. C'est quelque chose qui est beaucoup plus large, qui effectivement prend un peu le poste de directeur artistique souvent. En France, c'est ça, ouais. Ouais, en France, en tout cas, de collaborer et de Parce qu'on synthétiser est là, un petit peu tous les postes visuels, la déco, le On est là maquillage, très tout ça. vite sur un film. Enfin, On est là très vite. J'allais dire pas pendant l'écriture et, Ah et si, encore parce parfois que si. souvent C'est- on connaît nos réalisateurs, mais on est là très tôt et très tôt on va participer à l'univers et à la création de l'univers du film. Ouais. Et on va, moi j'ai eu collaboré avec des chefs déco, des hauts costumes, enfin passer voir tous les ateliers, voir où ils en sont, si ça va, s'il va y avoir une cohérence dans le film, dans l'histoire. Effectivement, je pense qu'on arrive à intégrer tous les postes. Et je pense que nous aussi, en tant que chef-op, on est obligé de connaître un petit peu le métier de chacun, en tout cas de tout ce qui va Mais en fait, ce que tu se voir à déplores, l'image. Yann, ça fait aussi, je pense, partie d'un problème assez global, qui est que les métiers du cinéma, qui au début forcément étaient un art de recherche et développement, je veux dire pendant quand même des décennies, on avait quand même plutôt tendance à considérer les gens qui travaillaient dessus comme des artistes, artisans, techniciens, et que je dirais que l'ordre des mots s'est inversé de plus en plus, et que même pour les réalisateurs, on a tendance à juste à avoir des gens qui sont appelés pour connaître leur boulot, entre guillemets, et pas forcément comme des artistes. Mais Ouais, et c'est c'est pareil ce qui pour fait les des mauvais scénaristes films. d'ailleurs, hein, parce que Ouais, des ouais, scénaristes embauchés par un producteur, on parle beaucoup petite cuisine, beaucoup de termes techniques, machin, mais on n'est pas en train de se questionner sur faire comment avancer l'histoire du cinéma pendant qu'on bosse. Enfin, c'est rare. Ouais, mais c'est peut-être ce qui fait des mauvais films. Ah bah aussi, ça, d'échanger l'ordre des un mots. peu, oui, en sous-texte. Enfin, oui. tu vois, moi, je vais pas me narguer d'être un artiste parce que ça fait forcément prétentieux. Et je suis aussi technicien parce Mais que il faudrait peut-être je arrêter de maîtrise trouver des ça outils. prétentieux, au fait. Non, mais c'est pas prétentieux. Ouais, moi, je suis d'accord Je aussi suis pas avec qu'un ça, artiste, mais par On est contre. des artistes. Oui, mais voilà, on est à mi-chemin entre les deux. C'est C'est ça qui est pas, particulier entre c'est l'artiste ça, et le c'est technicien. Mais en fait, vous voyez, dans les années 60, au Québec, il y a eu la vague de l'ONF, que vous connaissez peut-être, l'Office national du film, qui était un peu le pendant de la nouvelle vague chez nous, qui était très axé sur le documentaire, les caméras légères, 16 mm, et techniquement, ils ont fait des avancées très grandes à l'époque. Mais ces gens-là se définissaient comme, d'abord et avant tout, des cinéastes. Et tout le monde était un cinéaste, qu'on soit réalisateur, scénariste, monteur, chef-op.
Même preneur de son, on se disait cinéaste. Et moi, j'ai envie qu'on revienne à ce terme-là et qu'on dise que les cinéastes sont les gens qui font du cinéma. C'est parce qu'avant tout, même dans notre façon de se présenter, tu rencontres quelqu'un au bar, là, pendant le festival. Ah, tu fais quoi dans la vie? Il n'y en a aucun qui va dire, je suis cinéaste, ou je suis metteur en scène, ou machin, parce qu'il va avoir peur, justement, de se la péter ou de je sais pas quoi, parce qu'aujourd'hui, on dit, je suis réal. Bah, réal, c'est un mec qui enchaîne les clips, qui enchaîne les plans, qui en a rien à foutre et qui prend son ticket, quoi. Moi, je suis réal quand je fais un film d'entreprise, ouais. Mais quand je fais un film, je suis un metteur en scène. Et on a un peu comme genre peur de le dire. Et du coup, il y a vraiment des métiers où on oublie Il y a en effet un tabou. qu'à la base, ils ont un rôle artistique à jouer. Le son est un de ceux qu'on souffre le plus. Moi, je suis persuadé qu'effectivement, un mec du son, mais c'est le chef du son, hein, demande pas à tous les ingénieurs de venir, blablabla. Mais quand tu discutes dès l'origine de la mise en scène avec le mec qui va s'occuper du son, il va pouvoir développer un art autour de ça, faire des propositions. Sur le point Godwin, en fonction des mouvements de caméra, on disait au mec du son, là tu t'en fous de ce que tu racontes, par contre tu vas prendre les plans de pied, tu vas mettre en avant des choses, et on va régler la caméra aussi en fonction, c'est une donnée comme les autres. Mais c'est parce que tu considères ces postes-là comme des postes artistiques. Et on se pose trop souvent la question de c'est qui le chef numéro 1, le général, le colonel, le machin. On devient un boulot de militaire, de l'image, quoi. On essaie de considérer, enfin, on considère un numéro 1 ou un numéro 2 sur un plateau par la force des choses, parce que c'est quelqu'un qui détient aussi les informations et qui a suivi tout le processus de création en amont. Oui, et puis on est d'accord. L'ingé son, effectivement, il y a aussi le fait qu'un chef-op suit le film de l'écriture, je disais, jusqu'à pratiquement la diffusion, et ça va être le superviseur. Et l'étalonnage, avec un étalonneur, mais en termes de son, comme disait Claude tout à l'heure, effectivement, il va y avoir une dizaine de techniciens responsables de chaque partie, et il n'y a pas un chef-op son qui supervise tout le processus de création. En tout cas, j'ai pas fait de film comme ça depuis le début de ma petite carrière, quoi. Il n'y a pas un interlocuteur du son qui connaît tout ça, quoi. En parlant d'étalonnage, est-ce que c'est pas un espèce de réflexe qu'on a gardé finalement des anciens métiers, de comment le cinéma s'est construit autour de l'utilisation du 35 mm? On avait quand même, jusqu'à l'arrivée de la HD, tout ça, les choix visuels étaient quand même beaucoup faits au tournage et parfois on faisait des expériences au développement, comme pour Seven ou quelque chose comme ça, mais quand même... déjà, eux, ils prenaient un sacré risque quand ils faisaient ça. Et l'étalonnage, finalement, comme tous les choix artistiques d'image avaient été faits avant, était juste, effectivement, on étalonnait. On réglait le problème technique. Alors que maintenant, avec le numérique, il y a quand même une bonne partie des intentions artistiques qui sont retravaillées. Qui arrivent, en tout cas, sur l'image et l'étalonnage. Et comme tout ça est très sectorisé, et que donc il y a le chef-op, il y a l'étalonneur, il y a le machin... qui viennent parfois, c'est 8 jours chez l'étalonneur et puis parce que c'est comme ça d'habitude, quoi. Et parfois t'as pas le chef-op. C'est pas bizarre pour un chef-op par exemple de pas faire l'étalonnage, alors que finalement c'est l'endroit où on décide de l'image. Si, complètement. C'est effectivement c'est très frustrant, parce que je pense que c'est arrivé à tout le monde de nous appeler et de dire tiens, le film est terminé. Comment ça on n'a pas vu l'étalonnage passer? Moi ça m'est arrivé sur des courts-métrages, et effectivement le travail qu'on fait pendant le tournage avec le matériel qu'on a aujourd'hui, les caméras nécessitent forcément de passer par la case post-prod et étalonnage avec le chef opérateur, parce qu'il a commencé ses intentions, il faut qu'il les termine en accord toujours avec le réalisateur, mais il faut que ce travail se termine en salle d'étalonnage. Et aujourd'hui, étalonner un film sans chef opérateur, pour moi, c'est incohérent. Enfin, c'est aberrant. Il travaille la lumière au plateau en sachant ce qu'il est capable de faire avec l'étalonnage, en fait. Exactement. Le développement se fait à l'étalonnage. Ça, c'est une chose, mais il y a aussi que saisir les intentions artistiques d'un réalisateur, c'est pas toujours évident, c'est pas toujours tangible et très clair. Donc, si on lui enlève ce collaborateur qui est le chef-op au moment de l'étalonnage, c'est très très compliqué, voire impossible pour le réalisateur d'arriver au résultat qu'il escompte, sauf si c'est quelqu'un qui a des facilités avec l'image. Mais... Surtout en quelques jours, en 8 jours, tu peux pas apprendre ton réalisateur si tu es technicien étalonneur, qui sont souvent des gens très bons et avec un œil très aiguisé. Oui, c'est pas ça qu'on remet en question d'ailleurs, mais c'est juste une histoire de... Ouais, parce que j'ai vu... Cette phrase n'est pas terminée. J'ai vu beaucoup de films dans lesquels finalement le chef-op venait pour vérifier que les blancs étaient bien, pétaient pas trop, quoi. Qu'on était bien dans les cases et que ça allait bien passer à l'étalonnage, c'est bien.
c'est bien flat, ça va passer, ok, on y va, tu vas, Effectivement, c'est une façon de travailler aujourd'hui. Du coup, il a son nom en chef-op sur une image que lui, il dit ah oui, d'accord, vous avez étalonné tout en vert, j'étais pas au courant. Et puis il y a son nom à l'image. Voilà. Du coup, c'est lui qui est vert. On pourrait d'ailleurs regarder effectivement je sais pas si on l'a, du coup je rebondis là-dessus, sur le making of des effets spéciaux de Double Rainbow Infinite. Ah bah c'est pas ça que t'avais demandé, du coup c'est pas ça qu'on a mis. Et voilà. Mais je sais pas si on peut le préparer ou pas. En tout cas, on peut peut-être regarder un extrait qu'on a calé dans la machine, Nicolas. Ah, les mecs, ils sont au fait de ce qu'on fait. Un extrait de Double Rainbow Infinite à la suite de ma playlist, s'il te plaît. Donc, apparemment, tu as fabriqué l'image de cette série. Je suis le chef-op de Double Rainbow Infinite. On n'en avait pas encore parlé. Et voilà. Parce que c'est une révélation. On dit que c'est une marmade volante qui est chef-op. Personne nous prend au sérieux. Et ça, c'est intolérable. Mais comme aujourd'hui on recevait quand même des gens réputés du métier, je me disais que c'était bien de faire mon coming out. Donc Thomas Le Sourd, qui est réputé pour aimer faire sa lumière tout seul, s'est retrouvé sur le point Godwin à travailler avec notre ami François Gabache. Il avait vraiment adoré l'expérience. Et comme il ne pouvait pas faire venir François pour faire Double Rainbow, il a dû trouver un chef-op. Et voilà. Donc, et c'est moi. Et donc, il a fait appel à toi, effectivement, mais ça commence sur le... Voilà, tu peux mettre en grand, merci. Voilà, alors parle-nous de ces images, de cette très belle incruste que tu as réalisée. Ça, c'est un des gags d'images. Ça nous fait beaucoup rire parce qu'il y a beaucoup de gens, quand ils ont vu les bandes annonces et des petits extraits, ils nous disaient, dis donc, elles sont bien foutues, vos incrustes, dans le désert. Non, c'est parce qu'on est allé filmer dans le désert, du coup c'était plus pratique. Mais c'est un cas d'image dont j'avais entendu parler beaucoup. Souvent, tu as des gens qui sont des chefs-op et qui filment dans le désert qui te disent « Oh là là, le désert, c'est un truc de ouf !» Filmer dans le désert, t'imagines pas, puis ils décrivent jamais vraiment, mais tu sens que c'est un truc qui marque. Eh ben, c'est ça. C'est indescriptible. C'est-à-dire que comme la lumière est au-dessus de toi, vraiment, des fois, elle est pile poil au-dessus de toi, il n'y a pas d'ombre, par exemple. Et tu es sur une surface, alors je sais plus, est-ce que l'extrait on peut le remettre du début par exemple? Bim. S'il vous plaît, en régie. Mais ça va venir, hein, t'inquiète. Ouais. Ah, quand je suis en régie, ça va plus vite. Voilà, ah oui, alors là il parle un peu. Bah ça c'est filmé à Caen, donc c'est gris. On avait fait ce qu'on a pu à l'étalonnage. Ouais, oui, alors voilà. Le plan, voilà, ça, voilà, longue focale, super, c'est flou, c'est joli. Blablabla, bla bla. Et là, il va y avoir un plan large. Bientôt. Bah alors, c'est pas moi qui ai fait le montage, hein, donc je me souviens plus de tout par cœur. J'ai découvert avant-hier soir, comme vous. Ouais. Et le plan qui vient là, ce plan-là. Pause. Bam. Voilà. Alors là, par exemple, moi j'étais à l'endroit où est la caméra. Et puis on dit à Maxence, tiens, va te mettre sur ce bout de colline là. Et puis on filme quand t'es arrivé. Et au fait, on penserait qu'il serait en à peu près 10-15 secondes, tu vois. Puis ça a pris 4 minutes. Parce que les perspectives sont complètement baisées dans le désert. T'as pas d'ombre. T'as pas d'ombre. Là, je sais pas ce qu'on croit. Mais au fait, la montagne, dans le fond, elle est à 70 bornes. Ah oui. T'as l'impression que c'est une petite dune à 100 mètres. En effet, d'accord. Voilà. Et donc, comme la lumière est super bizarre, il n'y a pas d'ombre, ou des fois les ombres elles passent derrière. L'ombre elle fait. On a voulu faire un plan avec une ombre qui avance sur le visage de Maxence. Tu sais, comme il est évanoui, puis il y a un Touareg qui arrive, il y a son ombre sur lui. Et c'est Hugues Fléchard dans le rôle de l'ombre. Il a dû se mettre genre à 40 mètres pour qu'il y ait l'ombre de sa tête qui arrive. Puis ça faisait n'importe quoi, elle était tout étirée. Enfin bref, on n'a pas fait le plan du coup. Mais tout ça pour dire que si vous partez tourner dans le désert, ne faites pas storyboard trop précis. Préparez-vous à improviser et amener de l'eau. Qu'est-ce que tu avais comme matériel sur ce tournage-là, par exemple? Un 550D de Canon. De quelle année? Qui est en coulisses, d'ailleurs on aurait pu regarder parce que c'est marrant de voir souvent dans quel état il est, mais je vais pas y aller parce que je suis trop petit, ça va prendre trop de temps.
Ça 550D de cathode, c'est un équivalent du 7D en moins cher. Et en termes de lumière, Le soleil. le soleil, uniquement. On l'a ici, on a la fameuse caméra. Ah, là, voilà. Voilà, Avec l'objectif. C'est marrant, on dirait un appareil photo. ça ressemble vraiment. L'objectif qui est tombé dans le sable. Et le sable du Sahara est beaucoup plus fin que le sable de Trouville-sur-Mer. Donc, changer de focale avec celui-là, c'est que reste très compliqué. Il est cassé. Allez, on le Il est touche cassé, pas. mais il fait encore des images. Il sublimes, fonctionne très donc, bien. D'accord. Donc, tu as éclairé effectivement ce film photographié avec cet appareil. Effectivement, donc, pour agir à 95% du film, on a parfois utilisé d'autres caméras. Il y a des séquences en stop motion pour lesquelles on a utilisé à la caméra pour Bobo de K&Mi là. Blackmagic ? Ouais, voilà, la Blackmagic. Connais pas. C'est super sympa pour faire des timelapses. Après, j'ai même pas compris comment on peut la tenir pour faire un plan. Ah non, je crois qu'on la Comment- tient pas. Non. Il faut Mais, il faut y a une une table. option timelapse fort sympathique. Ça fait un peu cher l'option timelapse, hein. Mais pour ceux qui kiffent le timelapse, on sait jamais. Très bien. Merci beaucoup en tout cas pour ce partage d'expérience Lucifer. C'était Mais de formidable. rien, c'est quand tu veux. On pourra peut-être collaborer et échanger sur nos expériences. Ah, effectivement, je pourrais te donner des tips, ça. Merci en tout cas d'avoir participé à l'émission. Il est 17h56. Il nous reste 4 minutes pour nous dire au revoir. Ou peut-être quelque chose, ou peut-être des questions même, on ne sait pas. Oui, l'ingénieur du son s'active. Oh, je sais pas. Ah, il faut qu'on change. Donc on arrête. Pas de questions alors. Ça te tombe bien. Si, une question. Allez, une question quand même, vite fait. Une question. Le micro. Attends, il y a Mathias, un HF qui arrive tout de suite. Et je sais pas s'il y a des questions sur internet, peut-être en régie, si vous avez eu des questions. Je sais comme ça. Moi, je faisais coucou. Est-ce qu'il y a des gens Elle faisait sur- coucou. C'est formidable. C'est une question qui envoie une autre. Bah, c'était plutôt une réponse, t'as con. Eh ben, coucou alors. Non, pas de questions. Très bien. Il y a une question peut-être, non. Non. Bah non, j'ai oublié. Du coup, comme je pensais qu'il y avait une question, je me suis dit que j'ai plus besoin d'y penser. Du coup, j'ai pensé à rien. Très bien. Christian, un dernier mot peut-être sur l'émission, sur tes projets futurs, sur tes envies. Qu'est-ce que tu nous conseilles d'aller voir? J'aimerais peut-être revenir sur un truc que Lucifer a dit. En fait, je pense que les métiers du cinéma sont trop cloisonnés aujourd'hui. Il faut les décloisonner. Il faut vraiment travailler plutôt en équipe. Et j'ai souvent entendu les récriminations de directeurs photo qui se plaignaient de ne pas avoir assez de contact avec la direction artistique parce qu'on peut bien éclairer un décor, mais si on ne connaît pas la palette de couleurs du décor ou si il n'y a pas de synergie entre les deux départements, et ce n'est qu'un exemple parce que le chef-op doit aussi travailler avec le monteur. Récemment, en documentaire, j'ai eu de graves soucis au montage parce que mon chef-op ne tenait pas les plans assez longtemps, par exemple. Ah oui. Et donc, il faut que les gens soient en synergie. Claude, tu veux intervenir alors? Ah, une question pour Claude alors. Est-ce qu'on a encore Mais un alors, Claude, chef? on a Attention, parce 2 que quand il y minutes. a du tis, ça bastonne en général. Hein. On a 2 minutes, Claude. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, celui qui doit faire le lien, justement, comme tu dis, ou le liant, c'est le réalisateur. Je crois que c'est clair, c'est évident que s'il y a scission ou s'il y a fragmentation dans son équipe, c'est de sa faute. Enfin, je crois Mais qu'il ça faut fait tout le partie de temps son métier de fédérer. de fédérer, et il faut tout le temps, en effet, et comme on disait tout à l'heure, comme tu disais, c'est évident que le chef opérateur, la monteuse doit le connaître, il faut que l'équipe, il y ait une interactivité dans chaque membre de l'équipe. Et c'est vrai que c'est vital. Par exemple, tout à l'heure, vous parliez de l'étalonnage. C'est évident que l'étalonnage, le chef opérateur, s'il n'est pas là, je me demande quel film on fait, quoi. C'est évident qu'il faut que le chef opérateur C'est soit vrai. à l'étalonnage non-stop, même si ça dure tant de semaines ou tant de jours, c'est évident, quoi. Et il faut que le réalisateur ait au moins cette vigilance, quoi, d'être vraiment à l'écoute de tout le monde et faire en sorte que les gens se parlent. Très bien. Voilà. Merci, Claude. Ça sera le mot de la fin. Merci à Offcourt de m'avoir permis effectivement de préparer, d'animer cette masterclass. Merci Yann d'avoir aussi participé. Je t'en prie. On n'a pas vous montré d'autres images que tu avais faites, mais c'est pas grave. Prochaine fois, on peut aller voir ta bande démo sur Vimeo, évidemment. J'ai même un site internet avec plein de un choses. site internet, yanmarito.fr. Merci. Merci à mes invités, merci beaucoup et à très bientôt, à l'année prochaine peut-être. Salut. Salut.